passer la parole parce que je suis sûr qu'il y a plein de questions, parce que le film soulève plein de questions. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh là là, ce personnage, il est fou. Est-ce qu'on n'a pas l'équivalent trop en France, si peut-être vous allez en trouver, mais est-ce que ce personnage est très connu en Espagne ou pas? No era tan conocido hasta el escándalo, hasta el momento de la mentira. En ese momento sí que tuvo su popularidad. Era más conocido en Cataluña, particularmente. Ahí sí que era conocido, pero fuera de Cataluña no era tan conocido. Donc il n'était pas si connu que ça, en tout cas jusqu'au moment où le scandale a éclaté, où la vérité a éclaté. Auparavant, il était peu connu en Espagne, il était davantage en Catalogne, où il a beaucoup témoigné. Tu disais aussi dans la présentation que vous avez travaillé 20 ans sur ce projet. Est-ce qu'à un moment, on se dit, bon, non, on abandonne, quoi, il est trop complexe, il est insaisissable, est-ce qu'on se dit, bon, on laisse tomber? Voy a contar nuestra historia con Enric Marco. Il va raconter leur histoire avec Enric Marco. Nosotros al principio queríamos hacer un documental y para hacer ese documental nos reunimos unas cuantas veces con Enric Marco en Barcelona, en su casa. Estuvimos un año entrevistándonos con él. Donc au départ, le projet était celui de faire un documentaire et à cette fin, ils ont rencontré Enric Marco et se sont entretenus avec lui pendant une année environ. Y un día nos dijo que quería ir a Alemania en busca de unos papeles que acreditasen que había estado preso en una cárcel. No en un campo de concentración, pero sí en una cárcel. Donc Enric Marco leur a expliqué qu'il voulait à ce moment-là se rendre en Allemagne pour trouver des documents attestant du fait qu'il avait été incarcéré en Allemagne. Donc à ce moment-là, il ne parle pas encore de camp de concentration, mais il dit oui qu'il est passé par une prison et il veut trouver des documents qui l'attestent. On est à ce moment-là, estamos en el 2006, non? 2007. 2007. Donc voilà, il a commencé en fait ce travail. 2006-2007. En 2006-2007, le projet initial de tourner ce documentaire sur Enric Marco date de 2006-2007, leurs premiers entretiens. Entonces, cuando nos dice que quiere ir a Alemania, le decimos que queremos ir con él y a grabarle, y él nos dice que prefiere ir solo porque es una cuestión muy personal, muy íntima para él, y nada, que no vayamos con él. Donc ils ont proposé à Enric Marco de se rendre avec lui en Allemagne et il a refusé en expliquant que c'était quelque chose de très personnel et qu'il préférait s'y rendre tout seul. Pero cuando vuelve de ese viaje nos dice que fue a Alemania con otro equipo de cineastas con los que además había firmado un contrato de exclusividad. Et au retour, il leur a expliqué qu'il était malgré tout allé avec une équipe de cinéastes là-bas en Allemagne, avec lesquels il avait en fait signé un contrat d'exclusivité et donc qu'il ne pouvait travailler qu'avec eux. Nos había engañado tanto a nosotros como a nosotros, porque nosotros tampoco sabían qué estábamos haciendo. Donc il avait trompé tout le monde, non seulement les réalisateurs de l'autre documentaire, comme John et Aitor, puisque personne ne savait qu'une autre équipe travaillait sur le même documentaire en même temps. Bueno, el caso es que los otros hicieron el documental, nosotros lo vimos y decidimos aparcar la idea de hacer un documental. Donc quand ils se sont rendus compte qu'un autre documentaire était en cours de tournage sur le même personnage, ils ont décidé de suspendre leur propre projet et de renoncer à tourner ce documentaire sur Enric Marco. Pero en el año 2010, nosotros estábamos en el Festival de San Sebastián, salimos de un cine y ahí nos encontramos con Enric Marco esperándonos con una butifarra en la mano. Donc en 2010, à Saint-Sébastien, donc au sortir du festival, à l'issue d'une séance, Enric Marco les attend en personne et dit vouloir leur parler et il leur offre la fameuse butifarra, donc cette saucisse catalane. Boudin. Voilà. Realmente todavía no sabemos cómo sabía que nosotros estábamos ahí, pero bueno, el caso es que él quería retomar la idea de hacer un documental porque no se había quedado satisfecho con el documental que habían hecho los otros, que es el documental que habéis visto en la película, claro, el que ve nuestro actor Marco en la película. Donc il leur explique à ce moment-là vouloir tourner un autre documentaire, donc avec eux, avec Aitor et Dion, parce que le premier documentaire qui a été tourné, dont on parle dans le film, ici, qui est évoqué, n'était pas à son goût et qu'il voulait en tourner un autre.
Donc ils savent pas comment en fait Marco a trouvé leurs traces là et se trouvait vraiment au sortir de la séance à San Sebastián. Entonces picamos el anzuelo y sí que es verdad que le hicimos una entrevista durante 3 días, una entrevista larguísima, de la que salieron 15 horas de material muy interesante, en la que le preguntábamos muchas cosas a Marco y él nos respondía. Donc on a mordu à l'hameçon et on a donc pu faire 3 jours de tournage avec Enric Marco, 3 jours de captation, dont 15 heures de rush sont issues, au cours desquelles ils ont pu poser à Marco beaucoup de questions et lui-même a apporté beaucoup d'éléments de réponse. Y con ese material al final no hicimos ese documental, pero sí que ha sido un material muy importante para nosotros, para documentarnos por un lado y también para que Eduard Fernández, el actor, crease su marco, ¿no? Donc ce matériel, ces 3 jours d'entretien n'ont pas servi, comme c'était le projet initial, à faire un documentaire, mais ils ont en revanche servi ensuite comme matériau, déjà pour documenter la vérité sur laquelle se base cette fiction, mais aussi ont servi beaucoup à Eduard Fernández, donc l'acteur principal du film, pour lui-même travailler son personnage à partir de ces extraits d'entretien. Y así, un día se nos ocurre hacer una película de ficción, pues por lo que he dicho antes, ¿no? Porque realmente en Enric Marco hay mucha ficción y además sirve para hablar sobre estas cosas que están ahora mismo muy en la calle, ¿no? Como que es la verdad, las medias verdades, la posverdad, bueno, los bulos, un montón de cosas, ¿no? Donc ensuite l'idée de faire une fiction de cette histoire s'est imposée parce qu'évidemment il y a cette question-là, cette question du rapport entre la fiction et la réalité est au cœur de l'histoire de ce personnage et elle est de plus aujourd'hui un sujet extrêmement actuel, oui. Avec tout ce que l'on sait autour la question de la vérité, de la post-vérité, des demi-vérités, des fausses nouvelles et autres rumeurs qui peuvent occuper l'actualité en ce moment. Así que si hubiésemos hecho la película en el 2006 o en el 2010 o en el 2012, hubiese sido muy diferente a la que habéis visto vosotros. Et oui, si le film avait été réalisé en 2006, en 2010, en 2013 ou à une quelconque autre date, il aurait certainement été très différent du résultat qui est celui que vous avez vu. Je vous laisse vite la parole, vous avez des questions sans doute. Sinon j'en ai plein. Moi j'avais une question qui m'a taraudé. Je ne sais pas s'il manque une scène où j'ai du mal à comprendre sa femme et sa fille. À un moment on voit qu'elles sont très choquées par ce qu'elles apprennent et après on a l'impression qu'elle s'est pardonnée. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle arrive à pardonner l'impardonnable? La cuestión de la... Sí, es verdad que esto sucedió así en la realidad. Su mujer le perdonó desde el principio y, bueno, en realidad Marco tenía 2 hijas, nosotros la hemos concentrado en una en la película y la actitud de ellas fue diferente. Una le perdonó desde el principio y otra actuó más parecido como lo que es en la película, ¿no? Al principio fue dura con él, pero luego llegó a perdonarle. Donc son épouse, effectivement, comme c'est montré dans le film, l'a immédiatement pardonné de ce mensonge. En revanche, pour le cas de sa fille, c'est un petit peu différent, sachant que dans la fiction, ils ont concentré en un seul personnage les 2 filles qu'a en réalité Enric Marco, dont la première a immédiatement pardonné, comme sa mère, à son père. Mais la seconde, en revanche, a eu d'abord une attitude qui est beaucoup plus semblable à celle que l'on voit ici dans le personnage de la fille de Marco. Mais elle a fini, elle aussi, par lui pardonner avec le temps. Y para nosotros era muy interesante ponerlas a ellas en la película de esa forma, porque, claro, el rol de cada una de ellas es muy diferente, ¿no? Donc c'était intéressant pour nous de mettre ces 2 personnages, de la mère et de la fille, dans le film, parce que leurs rôles respectifs sont très différents et tout aussi importants. De hecho, nosotros al principio pensamos que la mujer no sabía nada. Au début, nous pensions que l'épouse de Marco ne savait rien.
Pero cuando nos entrevistamos con el director del campo de concentración de Flossenbürg, con Jörg Scribbeleit, él nos dijo que en el momento en el que Enric Marco pidió ese documento, se quería apoderar de la identidad de Enric Moner, su mujer estaba ahí. Donc au début, voilà, nous croyions que sa femme n'était pas au courant, mais lorsque nous avons eu un entretien avec le directeur du camp de Flossenbürg, donc Jörg Scribbeleit, voilà, il nous a raconté que elle était présente lorsque Marco s'est rendu à Flossenbürg et qu'il a voulu s'approprier l'identité de ce Enric Moner en proclamant que c'était lui. Et donc sa femme était présente, donc était quelque part au courant. Y eso obviamente cambió el guión y generó para nosotros un personaje muy interesante. Donc ça, naturellement, ça change tout le scénario et ça en fait un personnage très intéressant, cette épouse. Porque en cualquier conflicto hay gente que ataca, hay víctimas, pero también están quienes callan. Car dans tout conflit, il y a les victimes, il y a ceux qui commettent les actes, et il y a ceux qui gardent le silence. Y claro, esa mujer es lo que representa en esta película, ¿no? Et c'est donc ce que représente cette femme dans le film. Y también es un personaje que apela un poco al espectador. C'est aussi un personnage qui fait appel au spectateur. Porque, bueno, ¿qué haríamos nosotros en una situación así, no? ¿Qué haríamos nosotros en una Ah oui, situación la así, question, que ferions-nous dans ce cas-là, dans sa position? ¿no? Por un lado está todo el tema personal, la relación que han tenido durante muchos años, ¿no? Como pareja. Et oui, parce que d'un côté, il y a tout l'aspect personnel de la relation qu'ils ont entretenue au cours de leurs nombreuses années de mariage. Pero luego también está un aspecto público, y es que con Enric Marco, la asociación y los deportados consiguieron un estatus que no habían tenido hasta entonces. Entonces, si de repente ella cuenta esta historia, pincha el globo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a una situación así? Mais d'autre part, il y a cet aspect public, puisque grâce au témoignage de Marco, l'association des anciens de Mauthausen a acquis une notoriété qu'elle n'avait jamais atteinte jusque-là. Et le fait de révéler la vérité dont elle avait connaissance aurait pu mettre en danger cette notoriété, le fait de percer la bulle aurait fait beaucoup de tort à l'association. Et donc, c'est l'enjeu pour elle. Entonces, la mujer representa, es un poco cómplice, mientras que la hija es un poco la voz del espectador, ¿no? La mujer, pues la hija es la que le pregunta a Marco lo que el espectador quiere saber, ¿no? Y que le quiere hacer ver cosas, ¿no? O sea, cuál es la realidad. Donc là où le personnage de l'épouse apparaît comme celui du complice, celui de la fille, au contraire, va tenir la place du spectateur qui pose à Marco les questions que le spectateur aimerait lui poser et va lui demander lui demander des comptes. Pourquoi en est-il arrivé là? Comment en est-il arrivé là? Bueno, muchas gracias. Primero decir que me ha gustado muchísimo la película y decir también que me parece este personaje muy cervantino, porque una cosa son los hechos y otra cosa es el arte de narrar. A mí me interesa saber más cosas en cuanto a la escena con cercas, si nos puede ampliar un poco. Alors je traduis la question, du coup c'est un personnage qui évoque beaucoup ceux de Cervantes, parce que une chose c'est la vérité, mais c'en est une autre que l'art de la conter. Et donc la question porte sur cette scène où Enric Marco se confronte à Javier Cercas, qui est donc, pour ceux que qui est donc un écrivain qui est spécialiste justement de romans de non-fiction, hein, qui tisse des histoires à mi-chemin entre fiction, enfin, qui romance des cas historiques et qui donc s'est intéressé en l'occurrence à Enric Marco, et que l'on voit dans cette scène vers la fin du film pris violemment à partie par Enric Marco. Et donc voilà, c'est une scène intrigante dont nous aimerions savoir davantage. Bueno, es una situación que realmente ocurrió. Ça s'est vraiment passé. Entonces, para nosotros es interesante en dos aspectos. Por un lado, en cuanto al contenido, porque muestra que Marco
estuvo luchando por rehabilitarse de alguna forma hasta el final, ¿no? D'une part, cette scène elle est importante parce qu'elle montre que Marco, jusqu'à la fin, a essayé de se réhabiliter. Pero a la vez también nos interesa formalmente, porque es una secuencia que está rodada de una forma un tanto particular. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est que c'est l'aspect formel de la chose, puisque cette scène elle est tournée de façon toute particulière. Por un lado tenemos imágenes que sucedieron en el año 2014 en Olot, con personajes reales como Javier Cercas, María Verbal y una moderadora. Donc on a d'une part des scènes incluses ici dans le film qui sont des scènes authentiques qui ont été tournées dans le village de Olot en Catalogne avec l'écrivain Javier Cercas, une autre écrivaine catalane connue, la modératrice, et c'est donc une scène qui a eu lieu dont les images filmées sont incluses ici dans le film. Mais y luego tenemos la otra parte, ¿no?, de esa secuencia rodada en el año 2024 en San Sebastián con un actor, y esas dos partes están dialogando, ¿no? Et d'autre part, on va dire, je dirais en contre-champ, on a des scènes qui ont été tournées postérieurement à San Sebastián avec un acteur qui incarne Enric Marco, et qui donne la réplique à Javier Cercas, donc avec un mélange de cette scène initiale filmée à l'époque et d'une reconstitution postérieure, les deux se faisant voilà, écho. Y ahí, por tanto, estamos mostrando que hay una parte que es verdad y una parte ficticia. C'est donc un jeu entre réalité et fiction. Que es precisamente lo que hacía Marco en sus discursos, ¿no? Mezclar muchas verdades con algunas mentiras. Ce qui est donc précisément ce que faisait Marco, mêler beaucoup de vérité avec quelques mensonges. Yo diría que al revés, ¿no? Mucha mentira y una... Bueno, es relativo, es relativo. No, porque... ou l'inverse. No, porque la verdad es que si tú cuentas muchas mentiras, la gente no te va a creer. Para que esa mentira florezca y sirva, tienes que mezclar con verdades. Donc non, il maintient. C'est d'abord un tissu de vérité sur laquelle viennent se greffer des mensonges, parce que si on raconte que des mensonges, on n'est pas crédible. Donc il faut au contraire tisser sur une base de vérité, voilà, comme l'a fait Marco lui-même, tirer le mensonge, et là il devient crédible. Y bueno, luego podría contar la anécdota, así rápidamente, que es una secuencia que nos gustaba mucho contar también lo que sucedió, porque claro, Marco tenía entonces 95 años y él cogió su coche en San Cugat de Vallès y fue hasta Olot, que está a 1 hora y media, con 95 años, se presentó en el salón de actos, esperó que la moderadora hiciese la presentación, esperó que la otra escritora hiciese su primera parte del discurso, hasta que ya empieza a hablar Cercas, y entonces él se levanta, ¿no?, 15 minutos después, esperando su momento, hace 100 y pico kilómetros para llamarle embustero, mentiroso, anticatalanista y amigo de Vargas Llosa, ¿no? Entonces él fue con esa idea, ¿no?, de insultarle. Donc l'anecdote est réelle. Enric Marco, qui habitait Sant Cugat del Vallès en Catalogne, du haut de ses 95 ans, a conduit 1h30 pour aller jusqu'au village de Olot, où se tenait cet acte avec Javier Cercas, s'est installé incognito dans le public et a attendu son heure que donc l'autre écrivaine prenne la parole, la modératrice modère, et au moment où Javier Cercas, donc, qui était l'auteur de cette biographie sur lui-même, prenne la parole pour se lever au milieu du public. Et donc il a fait cette centaine de kilomètres à 95 ans pour l'appeler, pour le traiter de menteur et lui dire que non seulement c'était un menteur et qu'il avait trompé le monde, mais qu'en plus il était anticatalaniste. Alors, il se trouvait dans un village, Olot, qui est particulièrement, où le sentiment catalaniste est particulièrement vif, donc il se gagnait le public avec ça.
Et il part, on le voit dans la scène, il part en lui disant « Et en plus, vous êtes un ami de Mario Vargas Llosa », ce qui donc, en général, comme voilà, John me racontait tout à l'heure, fait beaucoup rire le public espagnol parce que Mario Vargas Llosa, qui est un écrivain a la réputation d'être de droite, hein, pour être tout à fait clair. Et donc, ça sonne un petit peu là, comme dans sa bouche, comme une insulte, et ça fait beaucoup rire le public espagnol, qu'il parte comme ça en lui jetant cette insulte à la figure. Bonsoir. Félicitations pour votre très bon film. Il a raconté son histoire, il l'a maintenue jusqu'à la fin. On le voit dans le film. Mais est-ce qu'on a pu vraiment découvrir la réalité sur son parcours? Parce que en réalité, on ne la connaît pas. Est-ce qu'on connaît son parcours au niveau de son enfance, par exemple, qui pourrait justifier le fait qu'il soit devenu un mythomane et un pervers narcissique? Parce qu'évidemment, quand on voit le vieil homme pleurer devant lui dans l'hôtel, il ne montre aucun signe de tristesse ni de compassion. Donc, je suis curieux de savoir ça.